Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Savoir écouter, accueillir la parole des victimes de violences sexuelles, c'est la mission difficile des policiers et des gendarmes. Nous les suivrons en formation. Emmanuel Macron présente demain son plan de lutte contre les violences sexuelles. Les autres titres. Emmanuel Macron qui était face au maire de France hier, il est notamment revenu sur la suppression de la taxe d'habitation avec un petit imbroglio juridique. Nous le verrons avec Nicolas Barré. Et la réaction à 8h15 du président de l'association des maires, François Barouin, mon invité. Le Black Friday, journée de soldes monstres, ça vous agace? Vous n'êtes pas le seul. Le patron de Camif.fr boycotte l'événement contre la surconsommation. Et puis la terre se réchauffe et les stations de ski se diversifient. Ce sera l'enquête du 8h. Et d'abord, ce témoignage rare, difficile. Il s'appelle Arnaud, il a été esclave en Libye. L'histoire d'un jeune Camerounais de 17 ans qui a fui son pays et qui raconte son cauchemar, vendu par des réseaux criminels. Le sort de nombreux migrants dans cette région. L'indignation est mondiale maintenant depuis les images diffusées notamment par la chaîne américaine CNN. Ce matin, les autorités libyennes promettent de punir les responsables de ces trafics. Arnaud, lui, a finalement réussi à atteindre la France, la ville de Poitiers. C'est là-bas que François Coulon l'a rencontré pour Europe 1. On m'a vendu en 3 reprises en Libye. Vendu comme esclave. Je n'en revenais pas. Vous faites matin, midi, soir. Chaque jour, les tortures, bastonnades, électrocutions, les travaux forcés. Pour les femmes, alors, c'est la prostitution. Tu deviens un objet. C'est qu'on nous a appris à l'école, la traite négrière. J'ai compris que c'est revenu. On t'a vendu. Ils veulent l'argent. Tu dois appeler ta famille pour qu'on envoie de l'argent. Vous avez essayé de vous enfuir? Une nuit, mais il y a eu 60 Camerounais qui sont morts ce moment-là. C'est un autre monde. En fait, c'est l'enfer. Le pire cauchemar. Rendez-vous compte qu'en Libye, le mouton, ça vaut plus que l'homme noir. Je ne comprends pas pourquoi Dieu peut fabriquer certains hommes. Un humain normal ne peut pas faire ça. Arnaud, ancien esclave en Libye, un témoignage recueilli par notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon. C'est demain la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Avec une résonance particulière cette année, évidemment marquée par les affaires de harcèlement sexuel. C'est demain aussi qu'Emmanuel Macron présentera son plan de lutte contre ces violences, notamment une campagne de communication, un peu sur le modèle de la sécurité routière. Libérer la parole, encore et toujours, mais savoir aussi l'écouter. Pas toujours simple pour les policiers, les gendarmes qui accueillent des victimes. Il y a des formations, désormais. Mélanie Nounès a pu assister à l'une d'entre elles, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Reportage. Autour de la table, 16 policiers et gendarmes. Tous les jours, ils accueillent de plus en plus de victimes. Ernestine Ronet, de l'Observatoire des violences faites aux femmes, les conseille. Et le code pénal, pour ça, il est génial. Parce que finalement, dire... non pas monsieur c'est un salaud, mais dire c'est interdit par la loi, ça va aider cette dame à penser. Patrice et Fabien, policiers à Bondy et Pantin, se sont parfois sentis mal à l'aise et n'ont pas trouvé les mots. C'est pas tous les jours facile, il faut savoir trouver les bons mots, il faut savoir trouver les bonnes techniques pour pouvoir les faire parler, etc. Je pense qu'un bon accueil, bienveillant, sécurisant, rassurant, vous avez bien fait de venir me voir, sachez que déjà c'est très courageux. La victime peut être traumatisée, peut avoir peur de nous parler. C'est vrai que ça, on n'a pas forcément toujours conscience. Il faut lui laisser le temps. Et c'est aussi important de comprendre que la dame a besoin de prendre son propre rythme, son propre temps. Il y a déjà les bons réflexes. Il y a d'excellents réflexes, ça me donne beaucoup d'espoir et c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut un nombre suffisant de policiers dédiés à cette problématique. Car un personnel mieux formé, dit-elle, peut permettre de faire aboutir plus de plaintes pour violences sexuelles. Mélanie Nounès, un système bonus-malus pour les logements en fonction de leur performance énergétique. Le dispositif est à l'étude, une information Europe 1. Le ministre Nicolas Hulot présente aujourd'hui la feuille de route du gouvernement. Elle prévoit notamment la rénovation d'un quart des bâtiments publics dans les 5 ans, hôpitaux, écoles et mairies. Merci pour vos colères. J'ai besoin de vous. Extrait du discours d'Emmanuel Macron hier face au maire de France. Des sifflets au début, des applaudissements quand même à la fin. Le président a voulu rassurer. Il est notamment revenu sur la suppression de la taxe d'habitation. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Suppression de cette taxe pour 80% des Français. Sauf qu'Emmanuel Macron le reconnaît lui-même à demi-mot. D'un point de vue juridique, cela pose problème. Oui, il a fait cet aveu. Si la taxe d'habitation n'est pas un bon impôt pour 80% des Français, il y a peu de chances qu'elle le soit pour les 20% restants. Ça ressemble à une lapalissade, mais surtout, il y a un vrai risque que le Conseil constitutionnel censure la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, dans la mesure où ce qui resterait de cet impôt serait concentré de manière excessive sur un petit nombre de contribuables. On ne peut pas dire que l'Élysée n'a pas été prévenu.
ça fait un moment que les juristes alertent sur ce risque. Et du coup, Emmanuel Macron donne une date pour la suppression totale de la taxe d'habitation 2020. Oui, mais sans dire par quoi elle serait remplacée, car après avoir supprimé cet impôt local pour 80% des Français, on voit mal le gouvernement revenir avec un autre impôt local, mais cette fois pour tout le monde. Une option consisterait non pas à créer un autre impôt local, mais à affecter aux maires une partie des recettes d'un impôt national. Alors un bout de TVA, de CSG, voire d'impôt sur le revenu. Une chose est sûre, supprimer les 20% de la fameuse taxe d'habitation en 2020, ça coûte 8 milliards d'euros, une fortune, 2 fois plus que ce qu'a coûté la réforme de l'ISF. Il va bien falloir trouver ses recettes fiscales ailleurs. L'éclairage de Nicolas Barret, directeur du journal Les Échos. Europe 1, il est 8h06. Le Black Friday, vous avez vu sans doute les publicités ces derniers jours, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup, pour ces soldes monstres, concept importé des États-Unis, avec des hordes de consommateurs qui se battent parfois autour d'un téléviseur à moins 50%. Bref, le genre d'image qui agace profondément Emery Jacquilla, le président de Camif.fr, le site de vente en ligne de mobilier Made in France. Il ne fera pas le Black Friday, il va même fermer son site aujourd'hui carrément en signe de protestation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de changer notre téléphone portable quand il marche encore ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'inscrire dans cette surconsommation qu'on veut nous vendre à tout prix ? Quand on analyse le parcours des clients aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller sur Google pour voir quelles sont les bonnes affaires. Donc Google va gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Puis probablement qu'ils vont acheter chez Amazon. Ces deux entreprises ne sont pas très connues pour générer de la richesse sur nos territoires. Elles ne payent même pas d'impôts en France. Donc aujourd'hui, on va faire un record de vente puisqu'on va faire 0 €. Par contre, on incite d'autres citoyens, d'autres entrepreneurs à repenser quel sens on donne à cette journée avec la rénovation, la réparation, le recyclage, le don. Il y a des alternatives qui sont meilleures pour l'homme et la planète que la surconsommation qu'on veut absolument nous faire gober. Un propos recueilli par Pauline Jacot. Et puis en Argentine, le désespoir des familles des 44 membres d'équipage du sous-marin San Juan. C'est sans doute une explosion à bord qui est à l'origine de sa disparition il y a plus d'une semaine maintenant. Les autorités ont rendu leur rapport. 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, bientôt le top départ pour la saison de ski avec une angoisse, une peur toujours la même pour les professionnels. Bah oui, y aura-t-il assez de neige ? Et la question se pose de plus en plus avec le réchauffement climatique. Un chiffre spectaculaire. D'après les experts de l'OCDE, 80 stations sur 300 en France, 80 sont menacées de fermeture d'ici 30 ans, à moins qu'elles ne changent leur ski d'épaule. C'est l'enquête du 8h. Avec nous, Marguerite Lefebvre, on va parler diversification, même si on est d'accord, le ski reste numéro 1. Oui, le ski reste l'activité la plus rentable en montagne. 40 € par jour en moyenne pour un forfait. Dans les plus grosses stations, c'est un chiffre d'affaires qui se compte en dizaines de millions d'euros. Un jackpot qu'il est hors de question de sacrifier. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus miser uniquement sur le ski. Les conditions d'enneigement sont devenues trop aléatoires et puis les habitudes des vacanciers ont évolué. C'est ce que constate Xavier Corne de la station des Ors. Avant, un skieur, il passait minimum 5-6 heures, voire même plus, sur les pistes. C'était vraiment l'activité unique. On est passé à une approche plus loisir, profiter d'autre chose que le ski en station. Bon là Marguerite, on comprend bien que les stations ont tout intérêt à proposer autre chose que du ski à leurs clients. Est-ce qu'on va vivre dans les années à venir une transformation des stations ? Alors c'est déjà un peu le cas, on est en ce moment dans une période charnière, les stations doivent se diversifier. Certaines ont lancé le mouvement comme Champs-Rousses qui prévoit une gigantesque mutation. Le maire Philippe Cordon s'est donné 10 ans pour faire vivre sa station sur 4 saisons. On est en fin de cycle et il faut à tout prix repenser la montagne de demain et la station du 21e siècle. On a imaginé donc des zones de loisirs qui sortent quand même de l'ordinaire avec des studios de réalité virtuelle, la zone de coworking, les zones de séminaires, un centre balnéotonique. Ce ne sera plus une station de sport d'hiver, mais ce sera une vraie station de montagne qui vit toute l'année. Une station qui utilisera davantage ses capacités d'hébergement. À Champs-Rousses, il y a 12 000 lits pour 450 habitants. Faire venir des clients toute l'année, c'est le défi des stations et particulièrement des plus petites. À Artoust, dans les Pyrénées, le maire Robert Casdebeg multiplie les allers-retours en Suisse pour y piocher des idées. Ils ont su faire des choses merveilleuses. On a pu voir des organisations repas qui peuvent être faites dans les télécabines. Il peut y avoir des barbecues pour que les gens viennent passer la journée là, développer le VTT parce que le site s'y prête beaucoup. On a vu des choses qui sont simples à faire et qui peuvent permettre de s'orienter vers une activité multisaison. S'adapter pour survivre, y compris en matière de logement. Fini les années 70, les micro-studios où l'on s'entasse à 5 ou 6. Il va falloir rénover le parc dans le respect de la montagne. Ce sera aussi l'un des enjeux des prochaines décennies. L'enquête du 8h signée ce matin, Marguerite Lefebvre. Et puis des couloirs du métro à la scène de l'Olympia. De la musique, c'était hier soir à Paris, la salle mythique investie par la RATP
T et ses musiciens du métro. Vous savez, ceux qui sont accrédités, cela fait 20 ans maintenant. Certains d'ailleurs sont devenus célèbres comme Tété ou Oxmo Puccino. D'autres jeunes suivent leurs traces aujourd'hui. Ils s'appellent Faustine, Max Pen ou Lydiop. Martin Fenot était avec eux hier soir à l'Olympia. Reportage. C'est une guitare couverte de dessins multicolores. L'instrument Max Pen, il en joue dans les couloirs de la station Saint-Michel et cette fois dans une loge d'artistes. C'est juste waouh quoi, c'est l'hôtel 5 étoiles quoi. Ça n'enlève rien au plaisir qu'on a dans le métro. On a envie de tout regarder, tout toucher, on est comme un gamin quoi. Un peu plus tard, les cordes résonnent sur la scène entre les grands rideaux rouges. Merci d'être complet ce soir. 2 chansons, une ovation, le chanteur ressort en sueur. Ici, il y a quand même 2000 personnes qui s'assoient pour regarder un concert. Dans le métro, il y a plus de 2000 personnes qui passent devant vous, mais qui ont tous leur objectif. Des anciens parrainent ces nouveaux artistes comme le rappeur Oxmo Puccino. J'ai joué dans les endroits où, pour monter sur scène, il fallait en vouloir. Ça a toujours commencé de manière un peu chaotique. Pour moi, les artistes qui jouent dans le métro ont beaucoup plus de courage que les autres. Devant la sortie, Patrick, un spectateur, s'apprête à rentrer en métro. On a la chance de temps en temps d'avoir des titres et des titres et des titres de gens qui chantent magnifiquement bien et c'est au chapeau. Un chapeau pour donner quelques pièces au passage aux 300 artistes qui jouent de la musique dans les couloirs du métro parisien. Martin Fenot, l'actualité sportive avec du football. Lyon et Nice qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Et puis du tennis, bien sûr, la finale de la Coupe Davis, France-Belgique, ça commence aujourd'hui à Lille. Le capitaine Noah veut le Saladier d'argent. Ce serait le 10e pour la France. Cela fait 16 ans tout de même que nous ne l'avons plus gagné, cette fameuse Coupe Davis. Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal Europe 1.